par mon collègue Alexandre Davy, qui ont été confirmées par les collègues de la Chambre d'agriculture très récemment, là, au niveau des rencontres Nouvelle-Aquitaine. Donc le constat qui peut être établi, c'est que si on raisonne sur un objectif à court terme, donc par rapport au compte d'exploitation de l'exploitation viticole, la protection phyto, c'est l'assurance la plus efficace et la moins chère. Donc Alexandre avait rassemblé ses coûts de production sur une exploitation à partir des données des centres de gestion, une exploitation familiale de l'ordre de 20 hectares pour produire une bouteille en AOC Bordeaux générique, on va dire, sans AOC particulière. On est à peu près à 1,40 € par litre et avec les frais de mise en bouteille, on est de l'ordre de 3 €. Et puis la protection phyto, là-dedans, ça représente de l'ordre de 11 ou 12 centimes. Donc c'est 4 à 8% du prix de la bouteille, donc 4% sur les références 2018, 8% sur les références plus récentes. Dans cette partie, la mécanisation et la main-d'œuvre représentent à peu près la moitié, et les produits phytosanitaires, vous voyez l'ordre de grandeur, c'est 6 centimes. Donc un objectif de réduction de 50% des traitements, on va proposer une réduction, une économie à la bouteille de l'ordre de 3 à 6 centimes, et avec un risque de perdre la moitié, voire la totalité de la bouteille. Donc je trouve que cette donnée elle est intéressante pour resituer les questions parfois évoquées de résistance au changement. En fait, c'est simplement du bon sens dans la façon dont le système est conduit aujourd'hui et depuis une construction qui remonte grosso modo à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le système est basé sur des cépages qui ont été sélectionnés sur les qualités organoleptiques, et le produit phytosanitaire fait partie intégrante du système. Bien évidemment, ce système, il a des coûts cachés. Ce n'est pas une invitation à augmenter les prix des phytos ou les taxes, mais c'est un constat. Tous les aspects d'efficacité sur du moyen long terme qui englobent la santé humaine ou environnementale, ils ne sont pas pris en compte. Et aujourd'hui, on est dans un équilibre qui est instable, les événements récents le montrent, pour aller vers cette transition agroécologique. Et en fait, le constat peut être établi d'un échec des plans éco-phyto successifs, tout au moins par rapport à l'objectif de réduction de 50% des phytos. On n'y est pas du tout. Mais les plans éco-phyto auront au moins eu le mérite de faire une prise de conscience généralisée de ces impératifs de changement. Mais voilà, en fait, l'accompagnement nous semble indispensable pour rendre cette réponse massive et généralisée par rapport aux objectifs de santé. Notre dispositif expérimental, donc on a travaillé sur 2 caves, donc l'une située au nord de Bordeaux, où la vigne est conduite en conventionnel, et puis dans le Lot-et-Garonne sur Buzet. Donc chaque année, on avait à peu près 70 à 120 hectares qui ont été expérimentés. On est passé à 35 hectares en 2023, parce que le protocole d'assurance s'est arrêté en 2022, suite à un échec dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc on a expérimenté sur 5 ans, sur 330 hectares, sur les cépages emblématiques de la région bordelaise, dont le merlot qui est particulièrement sensible. Sur ces dispositifs, on a installé une quinzaine de témoins non traités sur chacun des 2 sites, avec un suivi hebdomadaire sur les témoins non traités et sur les rangs traités selon le protocole. On observe les développements physiologiques de la vigne, les stades phénologiques, l'évaluation du potentiel de production et le développement des maladies cryptogamiques, mildiou, oïdium, black rot. En 2022, on a ajouté un suivi mensuel à la demande de Groupama pour essayer d'évaluer la dégradation du potentiel de production et essayer de voir la part des facteurs biotiques et abiotiques dans la perte de récolte. Tout ça est donc rassemblé dans un protocole expérimental que l'on a baptisé le processus de traitement assurable, ou PTA, dont voici l'architecture globale. On s'appuie sur le fonctionnement des outils qu'on a développés à l'IFV dans un système d'information qui s'appelle Épicure, qui rassemble les données météorologiques. On a un contrat avec Météo France qui nous fournit des données sur une maille de 1 km à peu près sur tout le vignoble français. On a ajouté dans ces suivis les stations météorologiques des caves, notamment pour éventuellement corriger la pluviométrie. Ces données servent à alimenter les modèles potentiels systèmes qui sont exploités par l'IFV, développés par Serge Strizik. Et puis on a dans nos outils un algorithme optidose dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. On applique une fraction de la dose homologuée en fonction du risque, de stade de sensibilité et du développement de la biomasse. Et puis donc on s'appuie aussi sur les réseaux d'épidémiosurveillance, donc coordonnés par l'IFV, et puis dans le cadre du bulletin de santé du végétal.
Toutes ces informations servent à alimenter un OAD qui s'appelle Décitret. C'est un système expert qui va proposer des stratégies de traitement sur le mildiou et l'oïdium. Vous voyez qu'il manque le black rot qu'il faudra qu'on ajoute. Pour l'instant, le black rot était géré par rapport aux effets secondaires du produit anti-mildiou ou anti-oïdium appliqué. Et puis, sur cet outil qui est commercialisé, on a développé des règles de décision spécifiques au protocole PTA et au projet. On a donc des règles de décision pour appliquer le premier traitement ou décider de la fin des traitements. On intègre, alors c'est entrecroché, la performance du pulvérisateur parce que ce n'est pas encore quelque chose de bien opérationnel. Et puis des petites règles comme ici l'IFT max égale 1, les risques mildiou et oïdium étant inversement proportionnels, on s'est fixé de ne pas intervenir avec un IFT au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'on va écrêter la dose du parasite le moins préoccupant à l'instant T. Des règles également sur les produits de biocontrôle pour éviter de les appliquer sur des périodes de risque forts qui les mettraient trop facilement en échec. Et puis on a donc associé aussi des règles de fonctionnement pour le black rot. À partir de ce cahier des charges, on fait des points techniques toutes les semaines avec les collègues techniciens des caves et de Groupama pour évaluer la situation du risque et puis valider ensemble les décisions de stratégie de traitement. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais assez rapidement, la règle de décision, par exemple, du premier traitement mildiou, donc Décitret et les modèles potentiels système nous donnent une classe de risque épidémique, on a 4 classes. À partir de là, il y a une dose qui est proposée en pourcentage de la dose homologuée, qui est fonction donc du risque d'abord, du stade de sensibilité de la plante et du développement de la biomasse. Et donc cette stratégie est proposée par Décitret. On la corrige par une stratégie supplémentaire. Vous voyez ici les 4 classes de risque. Si on est sur un risque faible, on attend l'apparition des premiers symptômes sur le site expérimental pour déclencher le traitement. S'il est un peu plus fort, on attend la détection du premier symptôme sur le secteur de la cave coopérative. S'il est encore plus fort, on tient compte de la première détection sur le réseau de surveillance biologique du territoire. Et par contre, quand on est dans un risque épidémique majeur, on suit l'outil Décitret, c'est-à-dire on n'attend pas la sortie des symptômes, on va traiter de manière préventive. Une illustration ici de la stratégie en 2021. Donc le tableau est un peu indigeste, mais bon, c'est la façon dont Décitret sort. C'est un tableur avec chaque ligne qui correspond à un jour. Et puis donc il fonctionne avec les données météo observées et puis les données prévisionnelles. Là, c'est un récapitulatif a posteriori, donc il n'y a pas les données prévisionnelles. On est ici sur la période du 8 mai 2021. Au stade physiologique, boutons floraux séparés, donc un stade de forte sensibilité. Juste pour préciser ici, ça c'est la pluie qui est donnée par Météo France, qui peut être corrigée par le pluviomètre local pour l'ajuster. Et de même pour les stades phéno, ils sont calculés automatiquement et on peut les réajuster. Donc vous voyez ici, on a le risque mildiou qui est en vert, donc on est sur une période de risque faible. Et Décitret indique la nécessité de réaliser les premiers traitements, mais comme il n'y a pas de symptômes déclarés, ce premier traitement est reporté. A l'inverse, pour le risque oïdium ici, on est sur un risque fort et un stade de sensibilité aussi maximal. Donc le premier traitement est appliqué ici le 20 mai. Et le premier traitement mildiou ici est reporté tout à fait à la fin mai. Donc on a gagné au moins 1 ou 2 ou 3 traitements en début de saison, malgré des séquences pluvieuses très très fortes. Voilà, donc je l'ai dit, ça fonctionne avec données météo observées et prévisionnelles. Donc adaptation au contexte local, avec la pluie, les stades phénologiques et l'état sanitaire aussi qui va, si l'état sanitaire se dégrade, on va renforcer le niveau de protection. Et comme on travaille avec des données prévisionnelles qui changent tout le temps, eh ben, on enregistre ce tableau chaque fois qu'il est consulté, qu'on va prendre une décision pour bien garder la trace des bases sur lesquelles on a pris une décision. Ici, une illustration très rapide du déroulé des épidémies. Vous avez ici le niveau de dégâts sur grappe. En bleu, c'est la fréquence de feuilles atteintes. Vous voyez sur les 2 caves une variation très forte, 50% de destruction d'un côté et 10% de l'autre. C'est inverse sur l'année 2020, un peu la même chose sur l'année 2021. Et sur 2022, vous voyez très peu de dégâts, on est quasiment à 0 sur le site de Tutiac et d'une manière générale sur une bonne partie du vignoble de Nouvelle-Aquitaine, alors que sur Buzet, on a des niveaux d'attaque qui sont très forts. Donc on a des niveaux de destruction. Alors ça, j'ai oublié de préciser, pardon, c'est sur témoins non traités, c'est-à-dire en appliquant 0 traitement. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où sans traitement, il n'y a pas d'attaque.
Donc on fait le constat de variations très fortes entre millésimes, entre sites, et même au sein d'un même site, parce que là c'est la valeur moyenne des 15 témoins, mais sur la distribution des témoins, on peut avoir des choses très différentes. Et donc aujourd'hui, le constat est relativement simple. On est quasiment dans l'incapacité à prédire la date de sortie des symptômes et la dynamique épidémique qu'on va avoir quand on se situe à l'échelle de l'exploitation viticole, qui est l'échelle de la prise de décision en fait. Alors aussi encore un tableau assez indigeste qui récapitule l'ensemble des saisons. Donc vous avez ici chacune des années, 2019, 20, 21, 22, et puis la somme sur la période. Les IFT qui ont été mesurés sur la cave de Tutiac en conventionnel, abusés sur une partie bio et sur la partie conventionnelle qui a été stoppée en 2022. En fait, le domaine sur lequel on a travaillé est passé entièrement en bio. Vous avez l'IFT mildiou et oïdium qui est appliqué chaque année, et puis la moyenne sur l'ensemble des caves. Donc on retrouve ici, vous voyez, la baisse d'IFT mesurée sur le protocole APREM, 2,2 contre 7 à la cave, soit une réduction de près de 70%, alors que la pression épidémique était forte. Et vous voyez cette réduction ici sur Buzet, donc on a une réduction moyenne de 49%. De la même façon, on est en risque épidémique fort sur Buzet, avec des niveaux de réduction quand même assez forts, 52% de réduction d'IFT en 2020, une baisse un petit peu plus faible en 2021, on est à 33% en moyenne. Et puis, vous voyez, sur Tutiac, on a une forte réduction de l'IFT et pas du tout sur Buzet en bio, donc une réduction moyenne de 32%. Et donc ici, on a eu un gros souci en fait. Globalement, sur la période, on arrive à une réduction d'IFT de 45% sur le mildiou et sur l'oïdium. Et d'après la comparaison qui ont été faites avec les enquêtes de la DGL sur les pratiques en 2019 en Gironde et en Lot-et-Garonne, vous voyez que la performance obtenue ici sur la cave Aprem, 4,6, nous situe dans le premier décile, c'est-à-dire des 10% des viticulteurs qui ont le moins traité, et la moyenne de l'IFT est autour de 8,8. De la même façon, sur le Lot-et-Garonne, on se situe dans le premier décile. Sur la partie bio, on est un petit peu moins performant. On se situe dans le 4e décile, vous voyez, avec un IFT moyen de 6,3 alors qu'on est à 6,2. Donc cela veut dire que cette stratégie, elle permettrait de faire diminuer l'IFT chez 90% des viticulteurs en lutte conventionnelle et près de 60% des viticulteurs en lutte biologique sur cette base de comparaison. Alors je vais essayer d'accélérer, merci Laure. Donc on a un niveau de performance qui est assez fort, mais qui pose des questions. Voilà, notre objectif, c'est de supprimer les traitements inutiles. On vise un niveau de... Groupama nous a demandé quel était le niveau d'efficacité de notre système. On vise un niveau d'efficacité de 90% par rapport à une protection classique. Et sur l'ensemble des saisons, en fait, on a perdu en équivalent destruction totale de l'ordre de 20 hectares sur les 330, ce qui nous situe à un 6% de perte. Donc on est bien dans ce ratio de destruction inférieur à 10%. On a réussi l'exploit de réduire fortement sur des années de pression moyenne à forte et de se planter, entre guillemets, sur l'année 2022, donc, qui était quasiment 100 mildiou, sauf abusé. En 2023, on a eu aussi un échec, perte de 4 hectares, mais en pression très forte. Voilà, donc ça pose les questions. Le PTA, c'est une prise de risque volontaire et c'est un paradoxe par rapport à une assurance classique. Est-ce que cette prise de risque peut être considérée comme une négligence? Est-ce que c'est compatible avec des protocoles d'assurance classiques? Et est-ce que le viticulteur doit supporter seul ce risque? Donc, en termes de conclusion, très rapide, on fait le constat d'une bonne efficacité, mais ce partage de risque pour nous est un levier indispensable pour atteindre cet objectif et on a, je pense, besoin des soutiens des pouvoirs publics pour ça. Et puis il faut améliorer tous nos outils. On est sur un équilibre technique très fragile sur les seuils de pluie, sur des parcelles sensibles. Donc il faut améliorer tout ça pour augmenter la confiance et mettre en place une traçabilité temps réel entre l'assureur et l'assuré. Les données, générer des données qui nous font défaut pour bien évaluer tout ça, et puis s'appuyer sur les progrès de la viticulture de précision pour essayer de bien discerner les pertes qui sont dues au climat ou aux maladies. Voilà. Et une des pistes peut-être possibles, ça serait de travailler